Nous sommes au début de l'été 1995, dans une banlieue cossue des environs de Paris. Sébastien, jeune blondinet âgé d'une dizaine d'années, joue avec son ballon en cuir rouge dans le jardin de la maison familiale. Leur jeu est très simple, il consiste à shooter le plus fort possible. Et Sébastien a réussi si bien son premier tir que son ballon s'envole au-dessus du mur mitoyen et atterrit dans le jardin de la voisine. Jusque-là, rien de très grave, me direz-vous. Et pourtant, croyez-moi, ce coup de pied anodin va déclencher une aventure assez extraordinaire qui, 10 ans après les faits, hante encore les nuits du garçon, devenu aujourd'hui étudiant en médecine. Mon père m'avait pourtant prévenu, hein. Ne tire pas n'importe où, je t'aiderai pas à aller récupérer le ballon si tu le perds. Moi, j'ai dû lui répondre quelque chose comme mais bien sûr, papa, bien sûr. Mais c'est sur mon dernier pénalty que j'ai envoyé le ballon de l'autre côté du mur. Je me voyais déjà me faire engueuler par mes parents, mais je me demandais surtout comment passer chez la voisine. Cette voisine, c'est Geneviève V. Les grandes personnes disent d'elle qu'elle a mauvais caractère, qu'elle est riche comme Crésus et avare comme une pie. Alors forcément, Sébastien n'a pas le courage d'aller frapper à sa porte pour réclamer son bien. Seulement, il aime son ballon. Comment pourrait-il l'abandonner derrière un mur? J'ai donc longé le mur pour trouver un passage. Le mur a été refait maintenant, mais c'était ici tout en bas que j'ai vu un bout de mur un peu plus friable. Par contre, il fallait creuser ou faire un trou pour pouvoir se faufiler chez la voisine. C'est ce que j'ai commencé à faire quand la nuit s'est mise à tomber. Je suis rentré à la maison en disant que j'allais reprendre tout ça dès demain, mais bien sûr sans rien dire à mes parents. Maintenant, quand j'y pense, je me dis, j'aurais dû voir que quelque chose clochait, parce que Sébastien ne voulait jamais aller se coucher. Et ce soir-là, il est monté rapidement dans sa chambre. Je me souviens que j'ai très mal dormi, mais dès que je me suis réveillé, je suis retourné à mon mur. Vous savez, j'ai pris une fourchette pour creuser comme les prisonniers le font dans les films. Je me souviens que mon père était parti au travail et que ma mère devait faire les courses, mais en tout cas, j'étais tout seul. Au bout de quelques heures, une partie du mur a commencé à céder, et maintenant, il ne me restait plus qu'à traverser le jardin de la voisine. Dans sa tête de petit garçon, Sébastien imagine sa vieille voisine sous les traits d'une sorcière. Sans mari, sans enfant, sans domestique, sans jardinier, elle doit errer dans ses 10 pièces comme un triste fantôme. C'est donc en tremblant qu'il pénètre par effraction dans le jardin de la voisine. Une fois passé le muret, j'ai jeté un rapide coup d'œil pour voir si j'apercevais du rouge quelque part. J'ai regardé à gauche, rien. À droite, rien. Je me suis avancé dans le jardin, toujours rien. D'un coup, j'ai entendu une voix sortir de là-haut, de la maison. Ça pouvait être que la voisine. De peur de me faire repérer, j'ai couru vers le bungalow pour m'y abriter. Coup de chance. Derrière cette remise de jardinier, j'ai retrouvé mon ballon rouge. À cet instant, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sébastien s'empare de son ballon et s'apprête à rebrousser chemin. Mais un bruit étrange en provenance du bungalow retient son attention. Une sorte de ronflement, le grognement d'un chien assoupi, un jappement plaintif qui l'attire irrésistiblement vers le cabanon. C'était étrange, il n'y avait aucune fenêtre, juste des bouts de tôle rouillés attachés les uns aux autres. En bougeant un bout de tôle, j'ai réussi à voir à l'intérieur. Au bout de quelques secondes, mon regard a croisé une forme à peine éclairée par la lumière du soleil. Et je me suis rendu compte, et franchement j'en tremble encore aujourd'hui, que c'était un homme. Un homme, un vieillard avec une barbe blanche. Imaginez ce que ça m'a fait. Je crois que j'oublierai jamais jusqu'à ma mort. C'est la première fois que j'entendais une autre voix que celle de la vieille mégère depuis plusieurs années. Des années. Partir? Oh bah non. J'y pensais même plus. Je suis bien sûr de crever dans cette remise, hein. Ouais, t'es sûr que j'allais crever là-dedans. La première chose à faire, ça a été d'écarter la tôle pour y voir mieux.
Je le voyais à peine, ce gamin. Et j'entendais qu'il tirait sur les tôles. La tôle partout, puis tout d'un coup, j'ai touché sa main. Oh. Ah, c'était la vie que je touchais pour la première fois depuis des années. C'était la vie. La vie, ce gosse. Ah oui, c'était la vie. Il avait une main froide et toute fripée, mais elle me faisait pas peur, c'est la main d'un grand-père, c'est tout. En fait, c'est comme si j'avais une mission, il fallait l'aider. Je lui ai posé des questions du style vous pouvez pas sortir, c'est défendu. Il a baragouiné quelque chose que j'ai pas compris, en plus la tôle elle résistait. Et là j'ai dû lui dire oui, quelque chose comme ne vous inquiétez pas, je reviens tout de suite. 5 minutes après avoir traversé le jardin de ma voisine, j'étais dans le garage de mon père en train de chercher un outil pour faire céder la tôle. Quand j'ai entendu du bruit, j'ai cru que c'était la vieille qui revenait pour m'apporter mon eau et mon pain sec. Mais non, c'était bien le gamin. Il était revenu. Et puis il tripatouillait la tôle, je l'entendais là-haut. Et puis tout d'un coup, il y a eu un trou. Alors j'ai vu sa tête, son regard, ses grands yeux. Oh, ce regard. J'oublierai jamais ce regard. Il ressemblait au rescapé d'un naufrage, comme dans les histoires que mon grand-père me racontait. Ses cheveux blancs pendaient dans son dos. Sa barbe, elle semblait pas avoir été coupée depuis des années. Il avait un vieux bleu de travail. Mais surtout, il avait une corde qui lui serrait les chevilles. J'en revenais pas. Je lui ai demandé, vous êtes attaché? Il m'a dit, attaché, attaché. Je lui ai aussi demandé s'il avait faim. Il m'a fait un signe de la tête en me disant oui et il s'est mis à pleurer. On était trop de... Je pensais je ne jamais revoir la lumière. Et puis c'est cette figure, cette bouille de gamin qui me disait que s'il allait venir me sauver et me donner à bouffer, j'avais l'estomac noué, alors j'ai chialé. J'ai chialé comme un mot. Ben, j'avais pas honte, hein. Oh non. Et pourtant, devant un gamin, ben j'avais pas honte. Pas honte du tout. Pas du tout. Je m'en souviendrai toujours. C'est à ce moment-là que je lui ai promis de revenir le lendemain. Je sais pas comment ça m'est venu, mais je lui ai demandé aussi s'il aimait les crêpes. C'est comme ça. Et je lui ai promis de lui en ramener. J'avais envie de rester avec lui, j'avais pas envie de l'abandonner. Mais je savais que si je rentrais pas, ça risquait de chauffer pour moi. Il commençait à se faire tard et je me demandais où il avait encore trouvé à se cacher alors qu'on allait passer à table. Et à ce moment-là, je le vois surgir tout essoufflé dans la cuisine en me disant « Maman, j'ai trouvé un grand-père enfermé dans une cabane. Il a faim. Tu peux me préparer des crêpes pour lui demain ?» Évidemment, j'ai pas cru une seconde à ce qu'il me disait. J'ai même pensé qu'il était prêt à inventer n'importe quoi pour justifier son retard. Alors pour les crêpes, ça m'a plutôt fait rire qu'autre chose. J'ai même pensé qu'il était culotté. En fait, je crois que je commençais à être vraiment inquiète et à ce moment-là, c'était tout ce qui comptait, c'était qu'il soit revenu. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi de la nuit. Dès que je fermais les yeux, c'était son regard que je voyais. Puis surtout, j'avais confiance dans ce gamin. J'étais sûr qu'il allait revenir. Sûr. Le matin, j'étais excité comme une puce. Je suis directement descendu dans la cuisine pour prendre les crêpes. Ma mère se préparait, elle devait aller chez le médecin. Mais mon grand-père allait arriver dans une demi-heure pour pas que je reste seul. Donc j'ai attendu qu'elle parte pour retourner au bungalow et apporter les crêpes. Je peux vous dire que ces crêpes, je les ai bouffées. J'avais tellement faim, affamé comme j'étais, j'aurais dévoré le diable. Pendant qu'il les dévorait, j'ai bougé un bout de tôle qui a commencé à se tordre. Ça puait là-dedans. Et c'est là pour la première fois que j'ai vu qu'il était attaché au cou par une chaîne scellée au plafond. Et là, je lui ai demandé « Tu veux sortir ? Tu peux pas, mais tu veux sortir ?» Sortir, bien sûr que je voulais sortir. Mais je l'entendais tripatouiller la tôle et puis il n'y avait pas moyen. Moi, j'avais pas de force et puis le petit, avec ses petits bras, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas. Je voulais pas qu'il parte, ce gamin, pourtant j'avais pas le choix. Et puis surtout, j'avais confiance en lui. Alors j'ai dit, appelle la police, m'appelle la police, bon sang. Pourtant, moi, la police, je cours pas après, hein.
Désormais, le sort du vieil homme est entre les mains de ce petit garçon de 10 ans. Avant même de m'embrasser, il a commencé à me raconter son invraisemblable histoire. Il parlait très vite, je ne comprenais rien. Le ballon, le mur, le bungalow, les crêpes et le vieillard enchaîné. Un vrai délire d'enfant. Mais quand je lui ai décrit le jardin de la voisine, là, il a commencé à me prendre un peu plus au sérieux. Mais il fallait encore parlementer quelques bonnes minutes pour qu'il se décide enfin de me suivre, au moins jusqu'au mur. Je me souviens, il disait sur le chemin, « Mais qu'est-ce que tu me fais faire ?» Et je me trouve là à escalader un amas de pierres, à ramper entre les sapins. Il me croyait toujours pas. Enfin, jusqu'à ce qu'il voie le bungalow. Là, j'ai eu un choc. Il existait bien, ce bungalow. Il ne m'avait pas menti. Et comme un gamin, je me suis mis à courir avec Sébastien jusqu'au bungalow. Et après l'avoir aidé à soulever la tôle, je me suis trouvé nez à nez avec cet ermite qui me regardait l'air perdu et apeuré. Je n'en croyais pas mes yeux. J'avais beau lui dire « Ne t'inquiète pas, on est là pour te sauver, on va te sortir de là ». Il s'est blotti contre un mur. Après quelques minutes de discussion, il a enfin décidé de s'approcher et comme la première fois que je l'ai vu, je lui ai touché les mains. Et là, c'était gagné. C'est de cette manière que Sébastien et son grand-père Ernest ont pu libérer Georges, reclus depuis 25 ans dans le sordide bungalow de Geneviève V, dans le fond de son luxueux jardin. Mais enfin, quelle faute cet ancien jardinier, un peu simple d'esprit, a-t-il commise pour mériter un châtiment pareil? Quel crime crapuleux a-t-il perpétré pour être puni aussi durement? Aucun. Sa tortionnaire l'avait séquestré dans le but de lui soutirer sa pension mensuelle, 3000 francs, que le facteur remettait à la riche et perverse vieille dame, persuadée bien sûr qu'il serait remis en main propre à leur destinataire. Aujourd'hui, Geneviève V est décédée après avoir passé 5 ans en prison. Et Georges finit ses jours dans la quiétude d'une maison de retraite. Quant au ballon rouge, il trône comme un trophée dans la chambre de Sébastien. L'étudiant d'aujourd'hui ne s'en est plus jamais servi. Il se contente de le regarder de temps en temps, d'un petit air songeur.